Mikhail Gorbatchev vient d'avoir 90 ans et les 4 et 5 mars, la Fondation Gorbatchev va organiser un colloque sous le thème « L'homme qui a changé le monde ». Je suis très heureux et très fier de participer, d'intervenir dans ce colloque. Oui, effectivement, Gorbatchev a changé le monde comme peu d'hommes politiques l'ont fait et il l'a changé en bien. Malheureusement, je suis persuadé que l'histoire ne lui rend pas suffisamment hommage. Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir, il veut changer non seulement l'Union soviétique, mais également les relations de l'Union soviétique avec le monde occidental. Il veut non pas seulement une détente et non seulement la fin de la nouvelle guerre froide qui existe entre l'URSS et l'ensemble des autres pays occidentaux, et pas seulement d'ailleurs, mais aller vers une vraie coopération. Il défend le multilatéralisme, il le fait avec la prescience dans un monde qui est non globalisé, que le pire danger, c'est bien sûr le danger d'une guerre nucléaire, mais également les défis de l'environnement, dont il sera l'un des premiers responsables politiques de premier plan à mettre sur le devant de l'agenda. Et donc, on connaît son bilan, c'est la fin de l'occupation de l'Afghanistan, c'est un accord sur les forces nucléaires intermédiaires que l'on pensait ne pouvoir jamais être signé, il met fin à cette douloureuse et longue bataille des euromissiles, c'est un accord sur le désarmement conventionnel, c'est aussi le fait que chaque pays de l'Est peut suivre sa voie, ce n'est plus la doctrine Brejnev, c'est la doctrine Sinatra, My Way, chacun peut suivre sa voie et l'URSS n'impose plus par la force sa politique, c'est la réunification allemande qu'il accepte alors qu'il y a encore 500 000 soldats soviétiques en Allemagne de l'Est à cette époque. Et donc il va vraiment donner tous les gages. D'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que lorsqu'il arrive au pouvoir, beaucoup doutent de lui, disent non, c'est un piège. Tous les faucons, qui existent toujours, disent il ne faut pas faire confiance à Gorbatchev. Heureusement que Kohl, Mitterrand et même Reagan et Thatcher lui ont fait confiance parce que finalement, il a mis fin à la guerre froide et il a mis fin à la guerre froide de façon pacifique. Et puis, on oublie souvent de le citer, mais il y a un moment clé pour moi dans la perestroïka de Gorbatchev, c'est lorsque, en août 90, il va condamner l'invasion du Koweït par l'Irak. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité, en novembre 90, va adopter une résolution, la résolution 678, qui prévoit l'usage de la force contre un pays qui a gravement violé le droit international. Pour la première fois, un membre permanent du Conseil de sécurité ne va pas mettre son veto pour protéger un allié. Et pour la première fois, le Conseil de sécurité agit comme il devait le faire selon les rédacteurs de la charte, mais que la division Est-Ouest lui a jamais permis de le faire, va agir comme une force de police internationale, faire une guerre au service du droit, et non pas une guerre au service de la force. Malheureusement, effectivement, la perestroïka a du mal économiquement. Pourquoi ? Parce que les États-Unis jouent toujours économiquement contre l'URSS. L'Arabie Saoudite développe sa production pétrolière. Le cours du baril de pétrole est à 15 $ à l'époque et s'il avait été 2 fois plus élevé, Gorbatchev aurait pu réussir ses perestroïkas. Mais finalement, les États-Unis veulent toujours préférer gagner la guerre froide que bâtir un nouvel ordre mondial. Et normalement, on a célébré cette nouvel ordre mondial suite à la guerre du Golfe qui, une fois encore, a été une guerre légale, contrairement à la catastrophique guerre d'Irak de 2003. Et si on avait suivi cela, si on avait vraiment donné les pouvoirs à l'ONU pour agir selon ce que voulait faire les lecteurs de la charte par une entente entre les grandes puissances, pour que ceux qui violent le droit international soient punis, mais en fonction, une fois encore, de la loi internationale et pas en fonction d'un rapport de force, sans doute que la plupart des conflits qui existent aujourd'hui n'existeraient pas de la même façon. Mais du fait des difficultés de la réforme qui les coinçait entre les réformateurs et ceux qui ne veulent rien bouger au système soviétique, Gorbatchev ne voulait pas mettre fin au communisme, il voulait le régénérer, il voulait un socialisme à visage humain. Jamais finalement les habitants qui vivent dans le pouvoir autour de Moscou n'ont jamais été aussi libres que dans la période entre 85 et 90, quand Gorbatchev était au pouvoir à Moscou. Ils le seront moins après, ils étaient moins avant. Du temps de l'Union soviétique ou du temps du Tsar, du temps de Yeltsin ou du temps de Poutine aujourd'hui. Et lorsqu'il vient au sommet du G7 en juillet 91 demander une aide économique, on lui refuse. Kohl et Mitterrand étaient en faveur de lui donner. Thatcher aussi d'ailleurs, mais il n'était plus au pouvoir. C'est John Major qui lui avait succédé. Et finalement, George Bush père va refuser parce qu'il préfère voir Yeltsin au pouvoir. Ils savent qu'avec Yeltsin, ce sera plus simple pour eux. Et puis il compte un peu finalement sur l'implosion de l'URSS, ce qui va arriver. Et donc en fait là c'est un moment clé, Gorbatchev va devoir quitter le pouvoir après la tentative ratée de coup d'État, Yeltsin prend le pouvoir en faisant imploser l'Union soviétique et pendant 10 ans ça va être finalement
tout bénéfice pour les États-Unis, parce que effectivement c'est le moment unipolaire. L'URSS a disparu. Et puis ensuite, Poutine arrive au pouvoir, et Poutine finalement va se rappeler que toutes les promesses qui avaient été faites à Gorbatchev de non-élargissement de l'OTAN après la réunification allemande, leurs promesses verbales certes, mais quand même, eh bien n'ont pas été tenues, et finalement la crispation de Poutine est largement le résultat des promesses non tenues à Gorbatchev et du fait que les Occidentaux, États-Unis en tête, ont pensé qu'il serait préférable pour eux d'avoir un pouvoir faible, d'avoir la division de l'Union soviétique et un pouvoir faible plutôt qu'un partenaire. Gorbatchev était un partenaire fiable pour les Occidentaux, il l'a toujours prouvé, on l'a abandonné. Alors bien sûr, les Russes lui en veulent beaucoup, Poutine lui en veut. Pour Xi Jinping, c'est un cauchemar parce que finalement, le message qui a été envoyé, c'est qu'un président accommodant, un leader de l'Union soviétique qui voulait établir un véritable partenariat avec les Occidentaux, a été abandonné à son sort, a été trahi et a été finalement chassé du pouvoir. Alors, pas uniquement par les Occidentaux, il y a des forces internes dans l'Union soviétique, le système était peut-être déjà trop atteint pour pouvoir se réformer, mais en tous les cas, il a été abandonné quand même pas par tous les Occidentaux, une fois encore, Kohl et Mitterrand voulaient soutenir, même Thatcher, qui n'était pourtant pas très pro-communiste, mais par les États-Unis. Je pense que dans la dernière partie du XXe siècle, il y a deux hommes qui ont marqué de façon majeure et de façon positive le siècle. C'est Mandela et Gorbatchev. Mandela est unanimement respecté, Gorbatchev ne l'est pas, et pourtant la contribution de Gorbatchev a été plus importante puisqu'il a mis fin non seulement à un système politique injuste, mais à la division du monde. Mais de cette division du monde n'est pas né le nouvel ordre mondial que les États-Unis ont célébré, mais qu'ils ont tout fait pour qu'il ne se mette pas en place.